Mercredi, c'est géopolitique. Alors aujourd'hui, je voudrais vous redonner quelques nouvelles du reste du monde avant de revenir sur la crise en Ukraine. Alors, dans le reste du monde, il continue à se passer des choses. Donc je vais reprendre un peu sur des chroniques précédentes sur le verre à moitié plein. Tout d'abord, un petit voyage en Amérique latine où le recul du patriarcat continue de se marquer. Vous savez que dans mes chroniques, j'ai plusieurs fois parlé de cet effondrement du patriarcat qui me semble faire partie de cette dynamique au long cours, de cette histoire profonde que même les crises en cours ne vont pas arrêter. Alors quand je parle d'effondrement du patriarcat, ça ne veut pas dire bien sûr qu'il ne faut pas continuer de lutter pour notamment l'accès des filles et des jeunes femmes à l'éducation et à la contraception. Ça me semble être des priorités fondamentales si on réfléchit à l'échelle internationale. Donc c'est pas parce qu'il y a toujours un effondrement qu'il ne faut pas continuer de lutter. Pour autant, on a tous les signes qui valident cette thèse donc de l'effondrement du patriarcat. Alors par exemple, en Amérique latine, je vais vous parler de trois pays aujourd'hui. D'abord la Colombie. En Colombie, il vient d'avoir des élections législatives où la gauche a progressé, et notamment des femmes, notamment des jeunes femmes noires et écologistes qui sont des nouvelles militantes politiques, de nouvelles actrices de la vie politique colombienne et qui progressent donc dans ce pays. L'Amérique latine, c'est important quand on parle du patriarcat parce que c'est une des régions du monde où, on le sait, la culture viriliste reste quand même assez puissante. Et donc, à chaque fois que s'observent des petits progrès là-bas, c'est à souligner. Donc en Colombie, c'est le cas, avec donc un progrès de la gauche qui résonne avec le progrès de la gauche aussi au Chili. On a fait une émission spéciale à la bobine romanaise sur le Chili, avec un jeune président de gauche issu des mouvements de la rue, issu des manifestations étudiantes. Donc cette vague de retour de la gauche au pouvoir en Amérique latine semble se poursuivre. Au Guatemala, donc plutôt un petit pays, vient d'être enterrée au Guatemala une loi qui était contre l'avortement. Il devait y avoir une loi qui allait passer pour limiter l'accès à l'avortement. Eh bien, cette loi a été abandonnée. Donc, c'est un progrès là-bas aussi. Et au Chili, où il y a tout un projet de mise en place d'une nouvelle constitution pour mettre fin à la constitution de Pinochet, eh bien là aussi, le droit, l'accès à l'avortement est en projet de mise en place dans la Constitution. Donc l'accès à l'avortement ferait partie de la nouvelle Constitution chilienne. Voilà ce qui se passe donc en Amérique latine, des nouvelles plutôt positives. Mais comme le verre n'est pas complètement plein, il n'est qu'à moitié plein, et que l'histoire progresse de façon dialectique, c'est-à-dire que même s'il y a une grande direction, il y a à l'intérieur de ce progrès historique, il y a des contre-courants, eh bien, je suis obligé de vous parler aussi, par souci d'objectivité, des dynamiques un peu plus négatives et des dynamiques qui vident un peu le verre. Par exemple, en Corée du Sud. En Corée du Sud, il vient d'y avoir des élections, et malheureusement, dans ce pays important, hein, la Corée du Sud, c'est quand même le pays qui fabrique Samsung, donc entre autres. C'est aussi la Corée du Sud, un pays dont j'avais beaucoup parlé, puisque c'est là-bas qu'il existe un groupe de K-pop qui s'appelle BTS et différents autres groupes des boys bands, on va dire, de la musique populaire mondiale. Et c'est en Corée du Sud donc qu'ont été faites les vidéos qui ont obtenu le plus de vues sur YouTube. Les vidéos live de musique pendant le confinement. Donc c'est un phénomène de masse. Je vous renvoie, si ça vous intéresse, au phénomène BTS. J'ai fait une vidéo là-dessus, sur la Corée du Sud et sur la dimension internationale, globale, qui concerne l'humanité entière de ce qui se passe en Corée du Sud. Je pointais dans cette vidéo le fait que le groupe BTS est représentatif de cet effondrement du patriarcat, puisqu'il est constitué de personnes dont la virilité n'est pas ce qui est mis en avant en premier, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est plutôt des personnes androgynes. Et eh bien, on a là-bas le contre-coup un peu de ces progrès féministes, ou en tout cas de recul du patriarcat, avec l'accession au pouvoir d'un nouveau président qui, lui, incarne à l'inverse la virilité. C'est un président qui s'est fait élire sur ce thème purement viriliste et anti-féministe, puisque les jeunes hommes coréens
se sentent victimes d'une discrimination au profit des femmes. Ça paraît assez fou, puisqu'on sait que les sociétés asiatiques sont encore, elles aussi, largement patriarcales. C'est le cas du Japon, mais aussi de la Chine, et donc aussi de la Corée du Nord. Pour autant, en Corée du Sud, pardon, Corée du Nord, n'en parlons même pas. En Corée du Sud, il y avait eu une femme présidente qui a été mise en prison, qui a fait un séjour en prison pour corruption. Et donc, l'actuel président, bah, voilà, il a thématisé sur cette lutte contre le féminisme et il a réussi à accéder au pouvoir. Alors, malgré tout, c'est un président de droite qui va essayer de casser aussi le droit du travail en augmentant encore les semaines de travail, en essayant d'interdire le salaire minimum, donc en Corée du Sud. Malgré tout, ce président de droite, donc viriliste, ça rappelle certaines candidatures françaises, pardon, particulièrement virilistes. Ce candidat-là, il s'est fait connaître d'abord pour sa lutte contre la corruption. Donc même dans son cas, c'est un peu plus complexe, puisqu'il surfe aussi sur une vague populiste, mais dont on peut comprendre les enjeux, c'est-à-dire de lutter contre l'oligarchie interne à la Corée du Sud et la corruption constitutive, structurelle dans ce pays. Donc viriliste certes, mais tout de même il rejoint aussi des lignes de force du grand cours de l'histoire qui est le refus de l'injustice, tout simplement. Donc voilà pour des petits éclairages sur ce qui se passe ailleurs dans le monde. Revenons, si j'ai le temps, je vous donnerai quelques autres informations aussi sur ailleurs dans le monde, mais je voudrais quand même revenir aussi à la crise en Ukraine. D'abord, pour rappeler que ce qu'on vit, c'est surtout une crise structurelle, c'est-à-dire qu'on fait passer beaucoup de choses sur le dos de la guerre en Ukraine et sur le dos de la folie de Poutine. Alors évidemment que Poutine est fou, même si c'est une folie qui est structurée, hein, c'est-à-dire ça s'inscrit dans une trajectoire longue de sa part. Néanmoins, notre problème, si ce qui se passe en Ukraine met en crise le système mondial, c'est parce que le système mondial, il a lui-même des fragilités qui sont vraiment profondes. Et on ne peut pas tout mettre sur le dos de la crise en Ukraine. Par exemple, on parle beaucoup de l'augmentation du prix du pétrole et du gaz, mais sauf que la question, c'est pas tant que Poutine va faire augmenter le prix du gaz, la question c'est pourquoi est-ce que nous sommes tous aussi dépendants du pétrole et du gaz. Et à ce sujet, il se trouve qu'on n'a pas beaucoup avancé depuis des décennies qu'on le sait et qu'on sait qu'on doit sortir de cette dépendance. Par exemple, la France a déjà été sanctionnée 2 fois pour non-respect des accords de Paris qui visaient à réduire notre utilisation des hydrocarbures. Donc la France de Macron ne nous a pas beaucoup aidé là-dessus pour progresser là-dessus, pour progresser sur le recul de la consommation des hydrocarbures. Donc tout se passe comme si les sociétés occidentales, comme la nôtre, françaises, mais aussi américaines, toutes les sociétés européennes et toutes les sociétés occidentales, étaient totalement addictes, que ce soit au pétrole ou au gaz, et que dans cette situation d'addiction collective, quand les dealers s'embrouillent entre eux, donc les dealers, en l'occurrence, ça serait Poutine qui s'embrouille avec d'autres dealers, donc les dealers de cette drogue que sont le pétrole ou le gaz, quand ils s'embrouillent entre eux et qu'ils font monter les prix, on en veut aux dealers. Et sauf que la question, c'est pas ça. La question, c'est pourquoi est-ce que nous sommes addicts? C'est comme si on était addict à l'héroïne et qu'on râle quand le prix de l'héroïne augmente. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on continue à consommer autant de ces matières toxiques? Donc si on ne sort pas de là, forcément, on va vivre d'autres crises. Donc il faut voir cette crise en Ukraine comme l'occasion de s'interroger sur nos addictions, exactement comme le Covid a été une occasion pour l'humanité de se rendre compte de toutes ces fragilités structurelles. De la même façon, par exemple, on a beaucoup parlé des attaques contre les avoirs des oligarques russes, par exemple des yachts. Mais il faudrait se rendre compte que la question, c'est pas tant d'attaquer l'argent des oligarques russes que d'attaquer l'argent de tous les oligarques. C'est ça le problème, c'est pas juste les oligarques russes. On va pas se focaliser sur les yachts russes. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent avoir des yachts qui coûtent, je ne sais pas combien de centaines de millions d'euros, et que ça continue d'exister. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas tant qu'ils soient russes ou pas, c'est pourquoi est-ce qu'il y a de telles inégalités globales. Donc, c'est pas tant uniquement l'oligarchie russe qu'il faut attaquer, même si je vois bien dans l'urgence l'enjeu, mais c'est de se poser la question de pourquoi est-ce qu'il y a encore des inégalités et des oligarchies mondiales qui arrivent à monopoliser autant de capitaux financiers. Et il me semble que, ça c'est le côté un peu positif de la situation, que cette première attaque contre les oligarques russes, y a plein d'autres oligarques, il y a plein d'autres milliardaires dans le monde qui doivent se dire que c'est pas un très bon précédent. Même les oligarques américains de la Silicon Valley
je suis pas sûr qu'il soit complètement fan du fait que des États se permettent d'intervenir autant sur le capitalisme financier international. Parce que ça peut créer un précédent pour plus tard peut-être s'attaquer à d'autres oligarchies, à d'autres milliardaires, qu'ils soient chinois, indiens, mais même peut-être américains. Donc tant qu'on ne se posera pas la question de s'attaquer à l'ensemble des oligarques, on n'avancera pas vraiment. Et donc attention à cet effet de focalisation sur la Russie, sur ce problème russe. On a aussi le même problème avec la question de l'alimentation. On peut aussi transférer ce mode d'interrogation sur, qu'on voit sur le pétrole, on voit sur le capitalisme financier, mais aussi sur l'alimentation, où là, donc, on va tout droit vers une grosse crise alimentaire mondiale. J'en avais parlé dès la première vidéo. Et là, on se rend compte, 3 semaines plus tard, que ça devient de plus en plus sérieux. Parce qu'il faut bien se rendre compte que chaque semaine de guerre qui se prolonge en Russie et en Ukraine, ça nous dirige tout droit vers un cataclysme sur le plan alimentaire qui serait vers 2023. Puisque on sait que l'Ukraine est une région productrice de blé, c'est le cas aussi de la Russie. Une bonne partie des champs de blé en Ukraine, des zones fertiles, sont en train d'être abîmés par la guerre. En plus du fait que tout bêtement, la guerre, ça pollue. Déjà, c'est quand même une activité hautement polluante. Mais surtout, ça détruit aussi les endroits où on va produire du blé. Et ce blé, ces champs ne vont pas être remis en état du jour au lendemain. Et là, il s'agit bientôt de préparer les nouvelles récoltes et on risque d'avoir un gros problème sur le marché global de l'alimentation. C'est le cas aussi en Russie, puisqu'une partie des forces vives russes sont utilisées pour la guerre. La Russie était déjà très pauvre, va se retrouver dans une situation économique encore plus difficile, ce qui rend pas évidente le fait de produire les tonnes et les tonnes de blé dont le monde entier a besoin. Mais qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est pas forcément que, évidemment que c'est la faute de Poutine, mais ça doit nous interroger sur nos modes de consommation, sur nos modes d'alimentation, sur l'ensemble de la planète. On vit quand même une époque assez folle, où à chaque fois qu'il se pose un problème, que ce soit le Covid ou une guerre, on a du mal à se poser la question de comment on vit, comment on mange. C'est, pour le dire autrement, par exemple, on sait que l'Égypte est très fragile sur cette question, mais il faut ça sur la question du blé, et l'Égypte risque une pénurie alimentaire dans les temps qui viennent, mais il faut savoir aussi que paradoxalement, la société égyptienne, comme la plupart des sociétés arabes d'ailleurs, souffre aussi d'obésité. Et donc, ça nous montre qu'on a un problème de mauvaise alimentation. On n'a pas simplement un problème de pas assez d'alimentation, on a un problème de type d'alimentation, puisque l'obésité a explosé durant ces 40 dernières années dans un pays comme l'Égypte. Obésité qui frappe d'ailleurs particulièrement les femmes de la classe moyenne. C'est le cas aussi, par exemple, au Mexique. Là aussi, j'avais fait une vidéo sur cette pandémie mondiale qui est très grave, qu'on appelle la globésité, c'est-à-dire l'explosion partout dans le monde de personnes qui souffrent de problèmes de santé à cause d'une mauvaise alimentation et qui se retrouvent en surpoids. C'est le cas dans la classe moyenne en Chine, et la classe moyenne en Chine, ça fait quelques millions de personnes, ça fait quelques centaines de millions de personnes, qui sont en train de se diriger tout droit vers un problème d'obésité. C'est le cas aussi en Inde, et c'est le cas dans la plupart des sociétés arabes. Et ce sont les mêmes sociétés arabes, donc, qui subissent un problème de malnutrition, au sens de mauvaise alimentation qui les rend malades, qui les rend du coup très fragiles quand il y a une pandémie, qui vont se retrouver là en problème purement de dénutrition, de manque d'alimentation tout court. Et donc, tout ça, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il faut totalement modifier le mode d'alimentation, le mode d'organisation sociale, et que c'est lié par exemple à la surpopulation urbaine. Et on voit là que tout est lié. Tant qu'on reste dans une surpopulation urbaine, avec des populations qui sont massivement dépendantes d'une alimentation qui vient d'ailleurs, on n'aura pas avancé. Donc, le but, c'est pas uniquement de faire reculer Poutine en Ukraine, mais c'est de faire reculer ce système global qui est le capitalisme international. Donc, essayez de toujours bien garder cette dialectique, quoi, et puis ce recul sur comment on fonctionne. Petites informations là sur la société russe. Alors, je vous avais dit dès la première vidéo que je pensais que l'offensive menée par Poutine est en grande partie liée à des dynamiques internes, c'est-à-dire qu'il a besoin de consolider son pouvoir qui a été très fragilisé par la crise du Covid. La crise du Covid a fait beaucoup de morts en Russie, plus qu'on ne croit, beaucoup plus qu'ici par exemple. Et il se trouve que malgré le fait qu'il avait sorti un vaccin très tôt, la population russe ne croit pas
au système poutinien et ne fait pas confiance à ce système-là. Preuve en est, j'ai quelques informations sur le taux de vaccination en Russie à la date du 14 mars, donc il y a 2 jours. Il y a 54% de la population russe qui a reçu une dose de vaccin, 50% qui a reçu 2 doses et seulement 8% qui a eu sa dose de rappel. Alors qu'on soit pour ou contre le vaccin, c'est pas ça la question. La question, c'est que ça nous donne un degré d'adhésion de la société russe au système politique de Poutine, au système politique, sécuritaire et sanitaire de Poutine. Eh bien, on voit qu'il y a une faible adhésion, puisqu'il n'y a que 50% de la population qui a eu ces 2 doses. Et quand on sait qu'il faudrait plutôt 3 doses pour faire face aux variants, bah là, c'est 8%. Alors, c'est peut-être en partie lié à la difficulté des Russes à produire leur vaccin, puisqu'ils ont un problème de production du vaccin. Alors je ne sais pas si c'est un manque d'adhésion, je pense que c'est un mélange entre les deux, c'est qu'il y a peut-être aussi un problème de fabrication des doses. D'ailleurs, à ce propos, la plupart des pays qui avaient fait confiance à la Russie pour la vaccination ont constaté non seulement que le vaccin n'était pas très efficace, mais surtout que les Russes étaient incapables de livrer les doses qu'ils avaient promis. Contrairement à l'autre camp, c'est-à-dire le camp dit occidental, qui fournit des vaccins à ARN messager qui, eux, sont nettement plus efficaces et en plus qui sont produits pour les pays qui s'étaient engagés très tôt, en tout cas, déjà dans une meilleure quantité. Pour ce qui est des pays pauvres, évidemment, là, c'est pas pareil, puisqu'on sait bien qu'il y a une hiérarchisation. Donc tout ça pour vous dire que l'adhésion de la population russe, c'est pas si évident que ça. À mettre en parallèle avec ces 50% de la population qui a 2 doses, on sait que par ailleurs, 50% de la population russe qui a Internet, dans la population russe, donc il y a une majorité de la population qui a Internet, un peu comme chez nous, pas autant tout de même, parce que ça reste un pays très pauvre. Dans les gens qui ont Internet en Russie, 50% utilisent les applications de Meta. Meta, c'est le nouveau nom de Facebook. C'est-à-dire Facebook, Instagram ou WhatsApp. 50% des gens qui ont Internet en Russie utilisent ces applications directement américaines. À l'inverse, ailleurs dans le monde, personne n'utilise les applications d'Internet fabriquées par les Russes. Donc ça permet de comprendre que l'Occident a massivement pénétré la société russe et qu'à l'inverse, la société russe, comme on le voit sur le vaccin, ne fait pas massivement confiance à sa direction. Il faut savoir, faut réinscrire aussi cette offensive de Poutine dans ce qui s'était passé ces derniers mois. Et ces derniers mois, c'était la crise autour de Navalny, donc cet opposant nationaliste, ne l'oublions pas, nationaliste russe, qui a été victime d'une tentative d'empoisonnement, parce que Poutine avait tenté de faire empoisonner son caleçon, comme on l'a su plus tard, ce qui, hélas, pour Poutine, n'a pas fonctionné. Et Navalny, c'est ce mec qui a produit un documentaire sur le palais que Poutine s'est fait construire au bord de la mer Noire, à Sotchi, je crois. Et donc ce documentaire a cartonné sur Internet. Il a fait des millions et des millions de vues. Donc en Russie, même si il y a une très forte censure des réseaux sociaux, il y a tout de même une forme de généralisation d'un esprit critique. Et vu que c'est une société très pauvre, ce refus et cette révolte contre la corruption et contre l'oligarchie qu'incarne Poutine, eh bien, elle a progressé. Avec ce documentaire de Navalny, on sait que ça passe beaucoup par les images, beaucoup par YouTube. Même en Russie, ça a progressé. Et donc, il faut imaginer qu'une partie de la société russe, malgré l'impérialisme et malgré le nationalisme russe très puissant, eh bien, puisse comprendre que finalement, attaquer des oligarques, c'est plutôt cool. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas accès à cette information, qu'ils ne savent pas bien ce qui se passe sur la guerre en Ukraine. D'où la nécessité de préserver des médias informatifs de qualité, comme par exemple le travail de Radio France, tout simplement. Une anecdote aussi, je ne sais pas si vous savez, mais pour informer la société russe, il y a plein de russophones du monde entier, notamment de Lituanie, qui appellent tout simplement des personnes en Russie, un peu au hasard. Ils prennent le bottin russe, ils les appellent, ils essaient des personnes donc russophones qui parlent russe, essaient de discuter avec des Russes au hasard, au téléphone, de la situation en Ukraine pour leur dire ce qui se passe. Et on espère que comme ça, au fur et à mesure, des informations vont passer en Russie. Et donc on voit que Internet, vu qu'il est censuré, est un peu remis en cause par le téléphone, tout simplement. Et le téléphone est redevenu un moyen de communication et de communication d'informations sensibles, notamment sur la guerre en Ukraine. Le but, c'est d'appeler des millions et des millions, je crois qu'il y a déjà plusieurs millions de personnes qui ont été appelées, 5 ou 6, en Russie,
pour discuter avec ces personnes et leur communiquer des informations sur ce qui se passe en Ukraine et en Russie, pour essayer de les reconnecter et ne pas abandonner la société russe à son sort. Évidemment, surtout ne pas sombrer dans la russophobie qui peut pointer à certains endroits. Un autre point aussi toujours sur la vaccination, j'ai regardé pour la Chine. Bon, la Chine là-bas c'est plutôt 90% de vaccination, hein, le taux de vaccination. Mais la différence c'est qu'on ne demande pas forcément le choix aux gens. C'est-à-dire qu'en Chine, si vous n'êtes pas vacciné, vous pouvez tout simplement pas prendre le train, vous pouvez plus avoir de compte en banque ou un truc comme ça. Donc c'est un peu plus facile d'obtenir une vaccination. Là-bas, le pass vaccinal, il est d'une autre puissance. Alors la Chine, en ce moment, elle n'est pas si bien que ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du fait qu'il y a un retour du Covid en Chine. Ça les arrange pas du tout. Là-bas, ils sont en train de reconfiner des villes de plusieurs millions d'habitants et ça met la Chine dans une situation assez difficile qui arrange évidemment le camp occidental. Ça les arrange notamment parce que si la Chine ralentit son économie à travers le confinement, eh bien ça va faire baisser le prix des matières premières, comme le pétrole. Alors pas sur l'alimentation, puisque la Chine vit dans une situation de stress chronique sur l'alimentation, ça on n'en a pas conscience, mais la Chine doit s'organiser en permanence pour conjurer la famine, puisque vous savez qu'il y a quand même 1,4 milliard d'habitants là-bas, et donc l'alimentation c'est vraiment le nerf, c'est le cœur du problème. Donc une augmentation du cours du blé, ça arrange pas forcément la Chine. D'ailleurs, à ce propos sur le cours du blé, il y a des gens qui ont eu la très bonne idée d'observer les variations du cours du blé au mois de février et ils ont pu constater que juste avant l'opération de Vladimir Poutine, donc pendant les Jeux Olympiques à Pékin, eh bien, il y a eu des commandes, des fortes commandes qui ont été passées. Il y a eu des petites augmentations des commandes du blé, notamment par le gouvernement chinois qui, semble-t-il, a fait quelques stocks en prévision de cette guerre qui allait avoir lieu et qui allait faire exploser les cours du blé, comme ça va être le cas dans le temps qui vient. Ce qui nous invite à considérer que les Chinois étaient bien renseignés, qu'ils avaient bien discuté avec Vladimir Poutine, qui leur avait dit que sans doute ça allait attaquer un peu fort. Pour autant, ils imaginaient peut-être pas le bombardement de Kiev, et ils imaginaient sans doute pas le pouvoir chinois, une telle résistance des Ukrainiens, ce qui ne les arrange pas. Donc tout ça c'est quand même plutôt positif, ça montre que le système sécuritaire que la Chine essaie de développer n'est pas sûr de l'emporter puisque ça permet pas de juguler la crise du Covid et puis la Chine est exposée à des très grandes fragilités sur le plan sanitaire, donc là-bas, et puis sur le plan économique global, puisqu'on va vers une crise économique si la guerre en Russie continue, qui risque pas du tout d'arranger la Chine. On peut constater aussi que dans cette crise, il y a eu des menaces répétées de nouveau sur la question de l'espace. Je vous en avais parlé. Ça a été encore le cas cette semaine où le responsable russe de l'orbite de la station spatiale internationale a redit une fois de plus que s'il voulait, il pouvait laisser tomber la station spatiale qui pourrait s'effondrer par exemple sur les États-Unis ou sur l'Europe et pas sur la Russie. Donc il continue à maintenir la pression là-dessus. Alors évidemment pour les gens, pour les spationautes, il y a quelques Russes et quelques Américains et d'autres pays aussi qui sont dans l'espace en ce moment. L'ambiance doit être un peu tendue là-haut. Sur la question du cyber, ça reste là aussi un enjeu majeur. Et j'avais dans la première vidéo évoqué la question des hôpitaux par exemple qui sont fragiles, mais il n'y a pas que ça. Le cyber, c'est pas uniquement des points névralgiques comme l'armée, comme les hôpitaux ou comme les centrales nucléaires. C'est aussi tout simplement, par exemple, la gestion des eaux. On est dans des sociétés qui sont entièrement numérisées et toute la gestion de l'eau courante, d'une station d'épuration, du fait que vous ayez de l'eau potable au robinet, tout ça c'est géré par ordinateur. Et là-dessus, on peut être assez fragile. S'il y a une attaque cyber russe sur nos systèmes des eaux, là on n'est pas bien. C'est aussi, par exemple, les barrages, la gestion des barrages pour fabriquer de l'électricité. Donc barrages et éoliennes, tout ça c'est informatique, donc s'ils attaquent là-dessus, ça peut réduire notre indépendance énergétique sur le plan électrique, mais surtout ça peut créer des problèmes de gestion de l'eau. C'est-à-dire que si les barrages qui structurent le Rhône ou le Rhin commencent à déconner à cause d'attaques cyber, ça peut faire des dégâts dans les vallées qui sont concernés par ces barrages. Du coup, on n'a plus qu'à espérer que les gouvernements font tout ce qu'il faut pour sécuriser le cyber, mais on sait que la Russie, malheureusement, a parfois un petit temps d'avance sur ces questions. Là, ils doivent faire une mise à jour
à fond, à fond, à fond. Et je pense que les informaticiens en crypto, ils doivent bosser assez sérieusement pendant les semaines qui ont lieu. Enfin, en ce moment, quoi. Sinon, sur l'Ukraine, il ne faut pas oublier que le gouvernement ukrainien, c'était un gouvernement hautement corrompu. Ça, on a tendance à l'oublier un peu en ce moment. C'était aussi un gouvernement, un pays, l'Ukraine, qui malheureusement avait pactisé avec la Chine ces dernières années. Par exemple, ils se sont donnés entièrement à Huawei pour installer la 5G et pour leur réseau de fibres et tout ça. Et ils avaient d'autres accords et partenariats avec la Chine. Là, ils sont forcés de constater que bah, la Chine ne les protège pas beaucoup. C'est-à-dire que tous les accords qu'ils avaient passés avec eux, là, quand il y a la guerre, bah, ça ne marche pas. Donc, espérons que plus d'un pays qui ont noué des accords de logistique technologique avec la Chine se rendent compte que c'est peut-être plus cher de travailler avec l'Europe, mais en cas de problème, ça marche peut-être mieux. D'ailleurs, l'Europe vient d'annoncer qu'ils avaient connecté l'Ukraine au circuit électrique européen. Ce qui fait que si Poutine intervient sur les centrales nucléaires pour couper l'électricité à l'Ukraine, l'Europe va pouvoir, c'est ce qui a été annoncé aujourd'hui, va pouvoir injecter de l'électricité dans le réseau électrique ukrainien. Voilà. Sinon, globalement, bah, sur l'avancement de la guerre, bah, c'est toujours pareil, hein, on observe une guerre totalement asymétrique. Poutine, même si ce qui se passe nous paraît affreux, reste relativement sur la retenue. Si on compare à ce qu'il a fait à Grozny ou ce qu'il a fait à Alep en Syrie, pour l'instant, il y va progressivement. Il bombarde, mais il bombarde progressivement. Il n'a pas encore lâché tout ce qu'il pouvait, ce qui montre qu'il a pété les plombs, certes, mais il n'est pas totalement encore au fond du trou. Il a vraiment encore beaucoup de marge. Il a une grosse marge dans le mal, dans la négativité qu'il peut produire, et il va continuer à essayer d'affaiblir progressivement l'Ukraine, si possible prendre Kiev, pour ensuite négocier son retrait de Kiev pour garder tout l'est de l'Ukraine et tout le sud de l'Ukraine. Et malheureusement, les régions qu'il va garder, ce sont des régions très productrices de blé et aussi de sidérurgie. C'est un peu la Ruhr, pour ceux qui connaissent l'Allemagne, c'est un peu la Ruhr de l'Ukraine, du cœur de l'Europe. Donc voilà sur la situation globale, affaire à suivre. Ce qu'on peut constater, c'est que ça nous révèle ce qu'on avait déjà vu pendant la crise du Covid autour de la question de la vaccination, ce qui est très fort aux États-Unis autour de l'élection de Trump, c'est l'apparition de sociétés de plus en plus clivées, de plus en plus scindées. Et d'ailleurs, ça se voit dans les campagnes présidentielles où il paraît qu'aujourd'hui, une bonne campagne, c'est une campagne qui est clivante, c'est-à-dire qui sépare les gens dans des camps d'opposition très forts, très nets. Des sociétés clivées, par exemple, c'était le cas déjà en Hongrie. Je vous avais parlé donc de l'extrême droite qui est présente en Hongrie, et ça s'observe dans, par exemple, qui choisit quel vaccin. En Hongrie, une partie de la population a choisi le vaccin russe, une autre partie a choisi les vaccins fournis par l'Europe, donc les vaccins à ARN messager américains notamment. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la composition démographique de qui utilise quel vaccin. Il se trouve que ce sont plutôt les personnes âgées qui soutiennent le gouvernement d'extrême droite en place, donc un gouvernement homophobe, viriliste, antiféministe. Ce sont plutôt ces personnes-là, plus âgées, les plus de 60 ans, qui ont choisi le vaccin russe. J'espère qu'ils et elles vont comprendre les conséquences de leur choix et que de ces clivages-là, d'autres choses vont sortir, quoi. En tout cas, ça nous dit cette histoire de société très profondément clivée, très profondément scindée, et de constater qu'il y a une affaire de génération, c'est plutôt optimiste. Parce que les générations, si ce sont les vieux qui sont dans le mauvais camp, le temps avançant, il va y avoir un renouvellement générationnel. De toute façon, c'est ce à quoi on va assister. C'est qu'il va y avoir donc il y a un effondrement démographique dans la plupart des sociétés modernes, y compris la Chine, c'est une de ses fragilités, c'est le fait que la Chine va avoir beaucoup, beaucoup de vieux et très peu de jeunes. Et ce qu'on constate dans la plupart des pays, donc on peut prendre aussi le cas de la Turquie. La Turquie est très clivée entre une partie de la société turque qui soutient Erdogan et la jeunesse métropolitaine notamment, qui elle est depuis longtemps opposée à l'AKP, ce gouvernement, on va dire, qui propose un capitalisme islamique et d'une grande Turquie, un impérialisme ottoman renouvelé. Et donc là aussi, on va voir tôt ou tard le fait que les jeunes vont l'emporter. C'est que les jeunes, ce sont les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux et ce sont les jeunes qui vont faire l'avenir politique et qui vont faire le monde de demain. Ces jeunes-là, ils sont plutôt un peu plus cool. Alors ils ont plein d'autres problèmes,
Quand ils regardent des vidéos de BTS, donc le groupe de K-pop, on peut se poser des questions des fois. Mais globalement, sur plein de questions, ils sont plutôt dans le bon camp. Alors il y a plein de prises de conscience à continuer à travailler ensemble, mais en tout cas, c'est le cas aussi en Russie, c'est ce qu'on constate en Russie, une société très clivée, avec les jeunes qui sont connectés, qui cherchent à fuir la Russie parce qu'ils ont constaté, enfin ils comprennent que ça devient invivable là-bas, et puis d'autres franges plus traditionnelles et plus anciennes qui, elles, restent attachées à Poutine et à la Grande Russie. Donc un peu partout, on va voir un renouvellement générationnel qui va faire reculer. Et le geste de Poutine, c'est un peu comme le dernier, une espèce de dernier sursaut impérialiste qui, à moyen terme, ne l'emportera pas. Aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué, même si là-bas aussi on a ce même clivage. Donc ce clivage, il traverse, donc c'est toujours cette ligne où il y a d'un côté le patriarcat, mais il y a aussi un rapport à la réalité, un déni de la réalité, un refus de la méthode scientifique, par exemple, d'un côté, et puis de l'autre côté, la lutte contre le racisme, le cosmopolitisme, la lutte contre le patriarcat, l'acceptation d'une certaine forme de rationalité, l'acceptation de la réalité du monde, et bien sûr la lutte contre les dérèglements climatiques divers. Eh bien, ce clivage qui traverse toutes les sociétés, y compris la nôtre malheureusement, eh ben, il est révélé là aussi par cette crise en Ukraine, mais chaque crise vise plutôt à faire que c'est la réalité qui l'emporte. À chaque fois qu'il y a une crise grave, les gens qui étaient du mauvais côté du clivage, globalement, se rendent compte, c'était le cas en Ukraine, hein, l'Ukraine est une société clivée aussi, avec une partie de la société ukrainienne qui était pro-russe jusqu'à 2014, ils se sont finalement rendus compte que c'était pas le bon côté. Donc, avis à chacun d'entre nous pour essayer de se repérer dans tout ça et d'éviter les mauvais clivages. Alors, quelques autres informations sur le reste du monde, puisqu'il me reste un petit peu de temps. En Chine, toujours, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une polémique la semaine dernière sur le trafic de femmes. Alors la Chine, vous savez, donc cette société très très ancienne dont on nous dit qu'elle a une médecine traditionnelle qui est fantastique, elle a aussi des traditions qui sont un peu moins fantastiques et qui sont venues au grand jour avec des vidéos qui ont circulé sur Internet, même sur l'Internet chinois. Elles ont d'abord été censurées, puis vu qu'elles ont été retweetées, enfin c'est pas Twitter là-bas, mais qu'elles ont été rediffusées, le gouvernement a fait la position inverse. Ces vidéos montraient quoi? Montraient notamment une femme enchaînée dans un village en Chine. Puisque les femmes sont rares, c'est une denrée là-bas, les femmes c'est un bien, ça se vend, ça s'échange, et donc il y a un trafic de femmes qui existe depuis des décennies, et probablement même beaucoup plus vieux que ça, qui existe depuis des siècles. Donc méfions-nous quand on dit que des sociétés traditionnelles, que les trucs traditionnels c'était bien, que ça fait longtemps qu'on le fait, donc c'était bien. Il y a des trucs qu'on fait depuis longtemps et qui sont nuls, comme enchaîner des albinos dans des sociétés traditionnelles africaines, à des arbres. Donc en Chine, il y a du trafic de femmes, il y a des vidéos de femmes enchaînées qui ont fait un scandale dans la société chinoise, à tel point que des membres du parti, lors des dernières grandes réunions, parce qu'ils font des grands rassemblements en ce moment en Chine jusqu'à l'automne, pour renouveler la confiance à l'actuel dictateur de la Chine, eh bien même des hauts cadres du parti ont dû dénoncer le trafic de femmes et sanctionner quelques responsables locaux comme ils savent le faire là-bas. Donc voilà, même en Chine, quelque chose qui était banal, c'est banal depuis des siècles là-bas d'enchaîner des femmes pour du trafic, pour les vendre, pour qu'elles fassent des enfants, etc. Eh bien même ça devient insupportable. Ce qui montre que cet effondrement du patriarcat, c'est une ligne de fond. C'est une ligne de force qui traverse toutes les sociétés. C'est pas un truc uniquement occidental. Même si je vous ai expliqué qu'en Corée du Sud, il y a un président viriliste qui vient d'être élu, pour autant, c'est qu'un moment de recul, un moment dialectique de recul, et quand ça va réavancer encore plus loin. Un peu comme une marée qui monte. Vous savez, la vague, elle redescend, mais à chaque fois qu'elle réavance plus loin. C'est un peu ça qui se passe. Donc, ne soyons pas prisonniers des effets d'optique quand la vague redescend. Par exemple, en Corée du Sud, on pourrait dire, tu vois, tu dis des conneries sur l'effondrement du patriarcat, regarde ce qui se passe en Corée du Sud. Moi, je dis, on en reparle dans 10 ans. Notamment parce qu'il y a cette question du renouvellement générationnel qui fait que... Et donc, ça veut nous dire aussi qu'il est probable qu'on assiste dans les sociétés modernes occidentales, c'était le cas aux États-Unis avec Trump, mais ça peut être le cas aussi en France, à un moment de reflux, une contraction identitaire et viriliste. C'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on a observé en Pologne ou en Hongrie, mais ça c'est temporaire. Ne vous inquiétez pas si ça se produit, il faut lutter contre tout ce qu'on peut, mais globalement c'est une phase. Après ça reprend, la vague réavance dans le bon sens. Donc en Chine, plutôt bonne nouvelle sur cette révolte contre le trafic de femmes.
Sinon, je retourne en Amérique latine, au Honduras. Au Honduras, donc là aussi un petit pays, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu l'arrestation de l'ex-chef de la police. Ça, c'est toujours, moi je trouve ça toujours intéressant quand des très très hauts responsables politiques ou militaires ou dans la police se font arrêter et se retrouvent en prison. L'arrestation de ce mec-là, elle intervient 3 semaines après celle de l'ancien président, carrément l'ancien président du Honduras, qui a été lui aussi réclamé par Washington. Donc c'est les États-Unis qui réclament des arrestations dans ces pays d'Amérique du Sud. Alors vous pourriez me dire, ils auraient qu'à déjà faire le ménage chez eux et arrêter les criminels chez eux et les grands trafiquants et les grands oligarques américains. Bon, pour l'instant, ils se concentrent notamment sur la question du trafic de drogue, sur l'arrestation de hauts responsables en Amérique latine. Donc l'ancien président, qui était âgé de 53 ans, qui a gouverné pendant presque 10 ans au Honduras, il s'est fait arrêter, incarcéré, et puis carrément le chef de la police. Donc voilà, il y a des extraditions. C'est toujours plutôt intéressant de constater que même les hauts responsables ne sont plus à l'abri dans le monde libre. Ils peuvent faire l'objet d'arrestations, malgré toutes les nuances qu'on peut mettre sur le fait qu'il y a aussi d'autres gens arrêtés. N'empêche que c'est le cas. Ça ne serait pas le cas forcément en Russie, de voir de telles arrestations. Sinon, une nouvelle dont je ne sais pas quoi faire, mais ça c'est à vous de réfléchir. Aux États-Unis, désormais, les utilisateurs de Tinder, donc cette application de rencontre qui permet de tomber amoureux en ligne ou pas, hein, parce que c'est aussi des applications qui permettent de ne pas tomber amoureux pour pouvoir retourner sur l'application, qui sont assez bien faites pour ça au niveau des algorithmes. En tout cas, les utilisateurs de Tinder pourront désormais vérifier le casier judiciaire de leur match, comme on dit, donc de la personne qui ou elles veulent rencontrer. Alors, d'un côté, ça craint parce que c'est totalement sécuritaire, de se dire, waouh, on rencontre quelqu'un et on a accès en payant, je crois que c'est 6-7 $, on paye un peu plus et puis on a accès au casier judiciaire de la personne. De l'autre côté, il faut savoir que ce supplément a été mis en place, pour des raisons économiques, pour gagner les 6-7 $ en question, multiplié par les millions de personnes qui vont le faire, mais aussi pour lutter contre les abus sexuels qu'il y a et pour essayer de repérer les personnes qui ont déjà été condamnées pour harcèlement ou agression sexuelle. Donc là, on voit bien cette question dialectique. On a une information brute, l'accès au casier judiciaire. D'un côté, c'est flippant, vers à moitié plein sur le mode sécuritaire. De l'autre côté, il faut voir que ça s'inscrit en partie dans la lutte féministe pour protéger les femmes dans ces rencontres. Ah ouais, une information que j'ai trouvée très curieuse. Je ne sais pas si vous savez qui est Gramsci. Gramsci, c'était un grand militant révolutionnaire italien. Eh bien, son petit-fils, le petit-fils de Gramsci, qui est fondateur du Parti communiste italien, eh ben, il défend en partie Poutine, en grande partie Poutine. Ce qui nous permet de revenir sur la vidéo précédente, mais là je ne voulais pas en reparler, du fait que les gauches radicales, parfois, y compris communistes, elles sont un peu égarées. Donc sachez, pour les gens qui sont au fait de l'ultra-gauche et tout ça, que le petit-fils de Gramsci soutient Poutine. Sinon, bah, quelle perspective de sortie? Parce que la dernière fois, j'ai essentiellement déconstruit le regard, on va dire, de la gauche radicale sur ces crises, regard qui est en train de changer, qui a presque largement changé, et maintenant je pense qu'on est à peu près tiré d'affaire, mais j'ai pas fourni tant que ça de perspective, je le reconnais. D'ailleurs, je reconnais aussi que j'ai fait peut-être une petite erreur d'appréciation sur la question du Bosphore, des détroits que la Turquie a dit qu'elle allait sécuriser avec ses bateaux. À un moment, j'avais dit de façon un peu rapide que les bateaux comptaient assez peu dans cette crise. En fait, ils vont compter bientôt de plus en plus parce que c'est par bateau que le blé sort d'Ukraine et sort de Russie par la mer Noire. Donc la question des flottes et la question militaire de la mer va sans doute probablement peser un peu plus, même si on entend surtout parler de chars et d'avions en ce moment. La question de la mer Noire et de l'accès à l'eau et de l'accès aux denrées, aux grains de cette région va se poser sur la question du bateau. Donc le rôle de la Turquie va être important aussi. Turquie qui est toujours un peu sur un fil, puisqu'il faut savoir qu'en Turquie, Erdogan, sa cote de popularité a chuté. 2, évidemment, comme tout système autocratique, ils ont eu beaucoup de mal à faire face à la crise sanitaire. Et la conséquence, c'est qu'il y a un effondrement économique actuellement en Turquie, ce qui ne les arrange pas du tout. Ce qui fragilise donc le pouvoir autocratique. Alors, donc, quelle perspective? Comment essayer de regarder, d'avoir une position politique, de dessiner une perspective politique dans la situation, si on refuse cette vision sur la question des impérialismes? Eh ben, c'est sûr, moi ce que je vois, une des pistes que je vois, c'est tout bêtement des trucs aussi bêtes que l'ONU.
Bon, alors l'ONU, aujourd'hui, on le perçoit comme un truc totalement ridicule, comme un truc, les casques bleus, vous savez, c'était dans les années 90. Mais par exemple, il faut savoir que l'Ukraine, qui a demandé le rapatriement, a annoncé tout simplement le rapatriement de 250 casques bleus qu'ils avaient. Donc il y avait 250 militaires ukrainiens qui étaient déployés en République démocratique du Congo. Et donc ils les ont ramenés chez eux parce qu'ils ont quand même des trucs à faire en Ukraine, les militaires. Et bah, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Bah, quand même, c'est... Alors, pour beaucoup, c'était du néocolonialisme des Blancs que d'aller essayer de faire la paix en Afrique, d'aller sécuriser des conflits. Alors déjà, ça, cette dénonciation, j'ai déjà expliqué que c'est pas la dénonciation de tous les Africains, c'est la dénonciation qui est faite beaucoup par des classes très, on va dire, des classes moyennes supérieures occidentales ou occidentalisées en Afrique, mais les gens qui sont dans les villages pauvres en Afrique sont très contents de voir des Blancs arriver pour essayer de sécuriser les choses, pour essayer de sécuriser l'accès à l'eau, par exemple, l'accès au puits. Donc, il faut pas... Longtemps, on a ironisé sur les casques bleus en disant que c'était n'importe quoi. Moi, je pense que ça peut être une perspective. Ça peut être une perspective de... alors, il faudra l'améliorer, bien sûr. Il faudra faire en sorte que ces organismes internationaux soient plus démocratiques, ne fassent pas l'objet d'une corruption par des oligarques, etc., ne soient pas l'objet d'une pénétration, par exemple, du pouvoir chinois, qui, on le sait, a énormément pénétré, par exemple, l'OMC, mais aussi, surtout, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La crise du Covid, encore une fois, a révélé la vérité et a montré qu'il fallait à tout prix changer. Mais en tout cas, c'est dans ces ferments d'organisation internationale, il n'y a que ça comme solution. Parce que les problèmes qu'on a, ils sont internationaux. Moi, je m'intéresse assez peu à la vie politique française parce que c'est pas très important. C'est pas ça qui va faire l'avenir. C'est pas ça qui va faire mon quotidien en 2060. Ce qui va faire mon quotidien en 2060, c'est comment est-ce que l'ensemble des nations et l'ensemble des populations humaines vont réussir à se co-organiser, à s'auto-organiser ensemble. Alors bon, on a des ferments donc, comme l'ONU, on a aussi l'Union internationale des chemins de fer, par exemple, qui a banni les compagnies russes et biélorusses de ces réseaux. On a bien sûr l'AIEA. L'AIEA, vous savez, c'est l'agence qui se soucie du nucléaire à l'échelle du monde entier, donc qui intervient sur la question de Tchernobyl. Donc on voit qu'il y a tout un ensemble d'organismes comme ça, qui sont hérités par exemple de la Société des Nations. La Société des Nations, c'est ce truc qui avait été créé après la Première Guerre mondiale pour essayer de se mettre à table et de voir comment on peut discuter ensemble. Et il me semble que, à terme, on s'appuiera nécessairement sur ces organismes-là, sur ces organismes internationaux. Il y a aussi l'Organisation mondiale du tourisme qui intervient, qui a mis à distance donc la Russie. Et bah voilà, alors on peut leur reprocher tout ce qu'on veut, bien sûr elles sont imparfaites, bien sûr il faut essayer de les faire progresser, mais ne crachons pas sur ce qui a été fait déjà, sur ce que certains acteurs diplomatiques, certains acteurs internationalistes ont déjà réussi à tenter de bricoler, puisque quand c'est la crise, on voit bien que c'est sur ces ferments-là qu'on s'appuie. Et donc l'OTAN, le but c'est qu'à un moment l'OTAN ne soit plus l'OTAN, mais que ça soit que l'OTAN soit dissous pour l'ONU, pour une force armée de sécurisation, une force d'interposition mondiale à chaque fois qu'il y a un conflit qui menace les populations civiles et l'organisation du monde. Sachant que ça c'est possible uniquement si en même temps on sort des crises systémiques que sont la surpopulation urbaine, les problèmes d'alimentation et notre addiction destructrice aux énergies. Donc avant de nous énerver contre un dealer comme Poutine, un dealer d'énergie, de produits toxiques comme le pétrole et le gaz, interrogeons-nous, encore une fois, sur nos propres addictions. Et voilà. Salut, à la semaine prochaine.